À une époque de guerre, les plus grands héros de l'humanité se sont réunis contre les hordes démoniaques. Parmi eux se trouvait un homme qui a dominé les arts sombres, devenant le nécromancien le plus puissant. Malgré toutes ses forces, il a été vaincu au combat, tombant devant un ennemi étonnamment faible. Ses compagnons de groupe le regardaient avec mépris, critiquant son choix stupide de combattre en première ligne. Mais tout cela faisait partie du plan. Le vrai pouvoir d'un nécromancien ne se réveille qu'après la mort, et il avait déjà préparé un sort pour renaître comme un besoin imbattable, la hauteur de son art. Ses camarades, cependant, ont parlé avec désinvolture de le laisser derrière en attendant que la magie soit activée. Le nécromancien ne pouvait qu'entendre car il appelait le bizarre et a décidé que l'effort n'en valait pas la peine. Avec la décision finale prise, les héros ont abandonné leurs compagnons tombés, laissant leur corps pourrir sur le champ de bataille. Cette trahison l'oblige à libérer une malédiction interdite. Une puissance blasphématoire qui mélange la nécromance et la guérison. Son corps commence à se réformer, tordant jusqu'à ce qu'il devienne l'ancêtre légendaire de tous les nécromanciers, le Lich. Une forme hideuse et sans viande qui disent qu'ils sont capables de détruire la santé mentale de quiconque le voit. Mais au lieu de furie, il se tait juste, réfléchissant à l'abandon. Il se souvient des signes subtils de leur mépris. Une réalité qu'il avait choisi d'ignorer. Il s'agit de souvenirs légers d'être toujours isolé, de manger et d'agir seul. Malgré ces signes, il n'a jamais imaginé qu'il le laisserait vraiment derrière. Maintenant, c'est complètement perdu. Le poids total de la trahison s'effondre enfin dessus. Il regarde le ciel, incapable de comprendre comment ses compagnons pourraient être si cruels. La terrible Lise commence à pleurer, réalisant que sa forme monstrueuse empêche tout retour à la société humaine. Et, avoir combattu les démons pendant si longtemps, rejoindre leur armée n'était pas non plus une option. Votre contemplation solitaire est interrompue par une femme qui semble reconnaître sa forme squelettique. La redoutable Lise est totalement surprise par son apparence soudaine, réagissant avec un choc comique. Elle est radieuse, croyant que son maître s'était levé, mais il n'a pas de souvenir d'elle. Elle se présente comme Alice, une vieille fantôme sous sa garde qui est maintenant un général élevé de l'armée démoniaque. Il essaie de la corriger. Dire qu'elle doit être confuse avec une autre Lise. La tient son crâne pour regarder de plus près, insistant sur le fait qu'il reconnaîtrait ce visage n'importe où. Elle exclut sa confusion comme un effet secondaire de la résurrection récente. Complètement convaincu qu'il est son maître. Il est frustré en essayant d'expliquer qu'il ne la connaît pas, mais elle ignore simplement ses tentatives. Puis il révèle qu'il était confondu avec le nécromancien le plus fort du roi démon, une figure légendaire. Alice insiste pour l'emmener au Demon King, et il se rend compte que ce malentendu peut être un désastre. Il essaie de résister désespérément, déclarant que malgré sa forme monstrueuse, son cœur est toujours humain. Alice ignore calmement ses difficultés, mentionnant que tous ses documents de recherche ont été préservés en toute sécurité. Le simple fait d'entendre parler des documents de recherche fait geler, changer totalement de priorité. Il demande avec impatience si elle parle de l'équipement légendaire du fondateur de la nécromance. Une pensée sombre vous traverse l'esprit lorsque vous commencez à vous demander si l'humanité vaut vraiment la peine d'être protégée. Il se rend compte que vivre parmi les démons offre l'environnement parfait à un chercheur comme lui. Passe l'ancien devoir de protéger l'humanité contre l'occasion unique de progresser dans leurs recherches. Fermement, il fait son choix. Choisissez, déclarant que rien n'est plus important que votre travail. Les échelles de la moralité sont terminées, confirmant que leur ancienne loyauté ne veut rien dire. En regardant le château démoniaque, il lui serre la main. Maintenant totalement engagé dans l'idée de la destruction de l'humanité. En arrivant à l'institut de recherche sur les Liches, il est surpris par une fête animée de fantômes souriants. Lys est complètement touché. Secoué en recevant une réception chaleureuse pour la première fois de la vie. Alice révèle qu'elle a numérisé toutes ses anciennes recherches dans une tablette magique pour éviter la détérioration. Elle le sort de son état ravi, désireux de montrer le reste des installations. Il explique que ses anciens outils sont dans un musée, mais le laboratoire est plein d'innovations technologiques à couper le souffle. Il est déçu de constater que le légendaire journal de Lise ne contient que des détails triviaux de la vie personnelle. Alice suggère une rencontre avec le roi démon, mais Lys pour brusquement avec un plan à part. Il la regarde avec un air rusé, proposant qu'il cache sa résurrection du roi. Sa justification est que la nouvelle du retour du légendaire Lys mettrait l'armée humaine en alerte maximale. Alice est totalement confuse par la stratégie inattendue. Sans comprendre ses véritables intentions, il a vu son point et déclare qu'il a l'intention de trouver le roi démon, mais seulement en ses propres termes. Votre plan final est de terminer votre secret de recherche, puis de libérer un pouvoir encore plus grand sur l'humanité. Pour cela, il explique de façon spectaculaire la nécessité de tromper ses nouveaux alliés en premier,
en commençant par le Demon King. Il admet en silence que faire une si grande arnaque sera tout un défi. Vos abonnés, cependant, ils sont ravis de son génie supposé, pleurant d'émotion avec un avion maître. Lys révèle alors sa vraie nature, admettant qu'elle préfère beaucoup plus la vie des chercheurs que le chaos de bataille. Il sait que si le roi connaît son retour, il sera immédiatement jeté sur la ligne de front comme un pistolet. Avec une grande passion, il fait l'éloge des vertus de la recherche. Un héritage qui peut durer éternellement sans provoquer de destruction. Soudain, il gèle de honte, réalisant qu'il vient de confesser son obsession de nerd à haute voix à tout le monde. Essayant de récupérer le sang-froid, il efface et essaie de reprendre le cours de la conversation. Alice demande à ses partisans d'ignorer son comportement étrange, blâmant une perte de mémoire supposée après la résurrection. L'un des fantômes trouve toujours curieux de sa manière suspecte, se demandant s'il a toujours été ainsi. Et donc officiellement commence sa nouvelle vie en tant que chercheur de l'armée démoniaque. Il plonge la tête au travail, interrogeant Alice sur les propriétés spécifiques des hommes de la bête comme catalyseur magique. Alice confirme sa théorie. Mais cela montre un gros obstacle. Les hommes de la bête sont des alliés de l'humanité et vivent loin des terres démoniaques. Il offre une solution simple en présentant un chiot noir, mais Lys n'est pas du tout impressionnée. Réalisant l'erreur, elle se précipite dans une longue explication théorique de la magie, confirmant pourquoi seuls les cheveux de l'homme sont purs. Ulysse précise qu'il ne veut pas seulement que les cheveux, mais un homme vivant servir de source renouvelable dans ses expériences. Alice évalue la logistique, tirant un chemin dangereux sur la carte à travers les lignes ennemies jusqu'au village des hommes de la bête. Malgré le risque, elle déclare fermement sa loyauté, promettant de risquer la vie pour répondre à la demande. Il refuse d'offrir avec la détermination du froid, déclarant qu'il fera la mission seul, puis révèle son brillant plan pour se déguiser en soldat squelettique qui porte juste des sous-vêtements. Alice est totalement découragée, imaginant un squelette de couches idiots au lieu d'un maître de déguisement. Elle est guérie de préoccupation, craignant de se blesser s'il se rend en première ligne. Ulysse, confiant, il le rassure, révélant qu'il a développé un sort théorique d'invulnérabilité physique. Il insiste sur le fait que la théorie sans pratique ne vaut rien. Présenter la mission comme un test sur le terrain nécessaire. La maîtrise, il transforme ses objectifs de recherche égoïstes en une étape cruciale dans la victoire finale de l'armée démoniaque, complètement convaincu de sa loyauté. Alice promet de soutenir le corps et l'âme sa noble cause. Pendant ce temps, à un autre point de l'armée démoniaque, une figure squelettique saisit violemment un autre soldat par sa tête. Le soldat d'armure est frappé par une force absurde, un choc qui remet en question toute attente. Un soldat squelette horrifié lorsque son bras se désintègre, réalisant à qui ils ont affaire. L'ennemi se révèle, Santa Rosalie, le tueur de Living Dead, debout, victorieux sur un champ de squelettes vaincus. Elle détruit sans effort un squelette d'attaquant avec un seul coup dévastateur. Son pouvoir écrasant laisse une trace de soldat tordu et brisé. Avec un regard plein de conviction, elle déclare son intention d'exterminer les derniers morts vivants dans le monde. Senna revient à Lys, qui profite de ses partisans avant de partir pour la mission. Le destin est la première ligne de la guerre, la frontière instable entre les humains et les démons. Lui et ses partisans ont réussi à infiltrer une unité de squelettes déguisés en soldats ordinaires. Mais l'expression de Lys montre une inquiétude lorsque le plan d'infiltration fait face à un obstacle inattendu et dangereux. L'armée squelette est dans une impasse tendue, provoquant des soldats humains silencieux à travers le champ. Ulysse commence à s'impatienter avec le retard, voulant que la bataille se termine bientôt pour continuer sa mission. Il observe l'étrange passivité de l'armée humaine. Vous vous demandez si cela fait partie d'une stratégie plus large. À sa grande surprise, une seule personne vient de rangs humains. Brisant le silence suffocant, la silhouette solitaire marche calmement à travers le champ de bataille, aller directement vers l'armée squelette. Une voix familière et une phrase effrayante que Ulysse reconnaît avec horreur qui s'approche. Alors que la silhouette devient plus claire, il se rend compte avec désespoir qu'il sait déjà exactement qui il est. Le guerrier qui approche est le tristement célèbre Santa Rosalie, le chasseur de morts vivants. Il offre une prière silencieuse pour les âmes qui sont sur le point de détruire. Avec les mains ensemble, elle se prépare à libérer son pouvoir sacré sur tout le peloton de squelettes. Lys ne croit pas ce qu'il voit. La personne la plus dangereuse pour lui vient d'apparaître. Il a paniqué, reconnaissant Rosalie comme l'une des héroïnes les plus fortes de l'humanité et son ancien compagnon, connu comme le propriétaire des morts vivants. Il est un guerrier tellement sacré que même immortal serait impuissant contre elle. Le capitaine du squelette méprise la menace et la partie du saint seul. Ses subordonnés essaient de se remplir de courage, faisant confiance à la force de son chef. Rosalie tient l'attaque d'une seule main et libère une vague d'énergie sacrée qui commence à la purifier.
Les autres squelettes regardent terrifiés tandis que le capitaine est complètement anéanti par le pouvoir du saint. Il élimine avec désinvolture un autre attaquant à l'arrière avec une simple touche, ce qui le fait de la poussière. Enragé avec la perte du capitaine, un soldat squelette avance dans un acte de vengeance désespéré. Le reste du peloton vient en désespoir, comprenant qu'il n'y a aucune chance contre quelqu'un qui bat quiconque avec une seule touche. Les yeux fermés dans la prière, Rosalie se prépare à lancer une attaque finale dévastatrice pour nettoyer toute la zone. Les squelettes paniquent. Savoir qu'une simple touche du saint signifie une destruction instantanée. Mais Rosalie sourit juste serlie. Presque pitié. Quelle que soit leur peur. Elle lévite dans les airs et laisse échapper une vague aveuglante de lumière sacrée qui avale le champ de bataille. Les squelettes commencent à se désintégrer, choqués de réaliser que son pouvoir peut les détruire sans même les toucher. Avec les yeux fermés dans la prière, elle annonce calmement que le moment est venu de la punition divine. Ils déclarent que leur propre existence est un affront au monde, appelant leur destruction d'un honneur sacré. La poubelle observe à distance, raisonnant que Rosalie est désormais un obstacle direct à ses recherches. Il note sérieusement que son ancien compagnon ne montre absolument aucune pitié contre les morts vivants. Quand l'un de ses fantômes essaie de s'échapper, Lise soudain, il se met sur le chemin, bloquant sa sortie. Il baisse les yeux et ordonne à la terrifiante disciple de s'enfuir tout en étant. Ensuite, il avance, se mettant directement à Rosalie, se demandant si elle est vraiment prête à mourir. Ses yeux se croisent dans une confrontation silencieuse et intense, ni disposée à se retirer. Ulysses s'incline vers l'avant, son visage squelettique à quelques centimètres de la sienne. Augmenter davantage la tension. Elle se moque de son audace alors qu'il la défie, disant qu'il essaie de le purifier. Sans hésitation, Rosalie avance pour donner un coup sacré décisif. Les autres squelettes crient de désespoir, certains que leur nouvel allié a été détruit sur place. Selon ce qui a gagné, Rosalie ordonne la forme qui se dissipe à l'au-delà. Mais une voix provenant des ombres demande, dans un ton moquerie. Si son pouvoir sacré est terminé, cela la fait geler à l'heure. Elle fait face à l'incroyable alors que la silhouette sombre résiste à la purification, ce qu'elle pensait était impossible. Ulysse révèle alors calmement une vérité choquante. Le concept même de purification est un mensonge. Rosalie et les morts vivants restants sont dans un état de choc, incapables de traiter la révélation. Il commence son discours, sur le point de révéler la vraie raison étonnamment simple derrière son pouvoir. Rosalie rejette furieusement sa déclaration en se vantant des millions de morts vivants qu'elle a déjà détruits. Mais une graine de doute est plantée et sa conviction inébranlable commence à se fissurer. Vos abonnés entendent attentifs, la peur momentanément remplacée par une intense curiosité. Il explique que Living Dead est juste mourir parce qu'ils sont assez stupides pour croire qu'ils doivent mourir. L'audace absurde de cette théorie laisse Rosalie et les squelettes complètement sans voix. Avec un sourire arrogant, il exclut son raisonnement et propose une expérience en direct pour prouver son point. Il se tourne vers ses disciples terrifiés, demandant à désinvolte un volontaire pour tester sa théorie de l'invulnérabilité. À une surprise générale, un squelette courageux soulève le pistolet, prêt à contester le saint. Hurle comme indiquant au volontaire de croire simplement qu'il ne mourra pas lorsque Rosalie essaie de le toucher. Avec une expression totalement incrédule, Rosalie accepte le défi et étend sa main pour tester la théorie absurde. Le squelette explose de joie en survivant à son toucher. Lise prend sa main au visage, embarrassée d'être vraiment aussi simple. Ses disciples sont béants, réalisant que le pouvoir légendaire du saint n'était qu'un placebo géant. Avec un sourire victorieux, Ulysse revient à Rosalie, sa thèse prouvée sans aucun doute. L'un des squelettes a commenté son nettoyant que sa purification n'était qu'une menace vide. Lise déclare qu'avec cette nouvelle connaissance, le saint n'est plus un danger, ce qui ne rend que Rosalie encore plus furieuse. Fatiguée des provocations, elle quitte le pouvoir sacré et brise un squelette avec son personnel. Elle annonce froidement que si sa magie est un mensonge, elle recourira à une bonne vieille puissance brute. Lisson froid, réalisant que la solution de son ancien partenaire pour tout problème a toujours été une violence écrasante. Rosalie prend ses doigts, prête à prouver que la force physique est toujours une option parfaitement valable. Mais Lille interrompt calmement de l'ombre. Dire que cela ne fonctionnera même pas aujourd'hui. Pour son choc, les squelettes qui venaient de détruire commencent à se recomposer de magie noire. Il révèle que sa présence en est la raison, libérant une puissante guérison des morts pour restaurer leurs alliés. Rosalie obtient une atonite, se demandant comment un simple squelette pourrait utiliser une technique de guérison légendaire. Lise assume une pause dramatique, sa couverture flottant tout en canalisant sa puissance. Elle se prépare, sentant une énergie magique vassale et noire pour la prendre en charge. Ses yeux écarquillés quand il se rend compte qu'il fait face à un ennemi bien au-delà de quiconque auquel il a déjà fait face. Entouré d'esprits sombres, il l'informe que c'était une erreur qu'il n'était qu'un autre squelette.
Il révèle sa véritable identité, assise sur un trône d'os comme le roi des morts vivants. Rosalie et les squelettes sont totalement choqués par la déclaration dramatique. Ulysse reconnaît froidement son propre pouvoir, admettant que c'est un ennemi vraiment redoutable. Elle se demande pourquoi un commandant d'élite de l'armée démoniaque serait présent sur un front aussi insignifiant. Un sourire confiant vient sur son visage quand il trouve le roi du titre du drôle de mort, mais le plaisir se transforme bientôt en une détermination brûlante lorsqu'elle jure de le vaincre de toute façon. Impassif, Ulysse fait un geste décontracté pour que son armée nouvellement assise avance. Rosalie fait face à l'attaque avant, détournant les squelettes avec le personnel sans effort. Malgré sa force, il commence à avoir des difficultés contre l'ordre infini qui continue de se régénérer. Les renforts humains viennent à temps pour voir une douche de flèches jetées par des squelettes archers. Rosalie conclut sérieusement que le pouvoir de Silice rivalise, ou peut-être même dépasse les deux généraux les plus forts du roi démon. Il identifie la figure assise calmement en arrière-plan comme l'origine de tous ses problèmes. Elle donne un coup de pied puissant, essayant de faire la place au milieu de la horde. La sueur coule sur son visage alors que l'effort de bataille sans fin commence à peser. Elle perçoit l'inutilité de ses efforts. Pendant qu'il est là, les squelettes continueront de se régénérer. Coupé les dents de frustration, il admet qu'il n'a aucune stratégie pour le vaincre pour le moment. Avec un regard de désespoir, avaler la fierté et ordonner le retrait de leurs troupes. Les soldats humains ont vu leur dos et fuir, incapables de résister à une légion immortelle. Elle regarde en arrière avec un pur mépris. Verrouiller ses yeux avec la silhouette lointaine de son nouvel ennemi. Ulysse commente avec désinvolture comment le combat était intéressant, se demandant si c'est fini. Ils ont laissé échapper un sourire satisfait alors que leurs partisans vibrent d'excitation pour la victoire écrasante. Skeleton ressent un frisson intense face au champ de bataille maintenant vide. Ses disciples explosent pour célébrer, croyant à peine qu'ils ont en fait vaincu le légendaire Santa Rosalie. Ils l'ont renoncé comme le sauveur des morts vivants, levant ses bras osseux à Vitria. L'un des soldats donne à Lise tout crédit pour l'exploit impossible. Lise accepte le compliment de l'arrogance, félicitant en interne par le test sur le terrain réussi. Excité, il déclare qu'avec cette victoire, ils peuvent enfin continuer vers le village des hommes de la bête. Son expression s'assombrit, ses paroles assumant un ton plus sinistre en pensant à ses futurs sujets de recherche. Mais les autres squelettes interprètent mal leurs intentions et courent pour tirer tout le village. Ulysse note pour partir avec un mépris total, confirmant son soupçon que tout le monde est idiot. Décidant de se résoudre, se déguise en soldat ordinaire et se rend seul au village. De retour dans le laboratoire, Alice est fièrement alors que son maître repoussait le sein et maintenant elle recouvrait son prix. Ulysse, cependant, arrive au village Hoffman Beast juste pour le trouver complètement dévasté. Curieux, il confronte les soldats squelettes, exigeant de savoir ce qu'ils ont fait. À son horreur, il découvre que ses disciples ont anéanti tous les hommes de la bête, ruiné vos plans de recherche. En supposant une responsabilité totale, Alice se prépare à se suicider et à espionner l'échec catastrophique de ses subordonnés. Ulysse apparaît dans le temps, expliquant qu'il avait un mauvais sentiment et a couru vers le laboratoire. Il dit calmement à Malicia Tonita que sa mort serait inutile, car il pourrait simplement le relancer de toute façon. Ensuite, clarifie que la relance des humains n'est que théoriquement possible et il ne sait même pas si cela fonctionne vraiment. Alice est complètement déroutante, car les sorts capables de raviver les humains sont considérés comme un mythe. Impassif, Lise commence à lancer un sort massif. Prêt à tester votre théorie chez les hommes déchus. Il commence l'invocation, ses mains squelettiques brillant alors qu'Alice observe incrédule. Il ordonne aux âmes dispersées de répondre à son appel à la confusion de ses disciples. Une vague d'énergie magique en explose, forçant Alice à se protéger de l'impact. Il canalise son pouvoir sur le village dévasté, appelant les âmes des hommes de la bête à se rassembler. Le sort fonctionne. Mais pas comme prévu, invoquant un esprit colossal de loup vengeur qui les pend. L'esprit regarde avec mépris, mais Lise regarde sans hésiter, prenant la responsabilité calmement. Leurs disciples comprennent enfin la situation, réalisant que les âmes de la bête se sont fusionnées en une seule entité puissante, l'esprit collectif rugit de haine, accusant Lise de blasphème de leurs âmes après la mort. Il déclare sa véritable intention sans rodéo, veulent qu'ils soient leur sujet de recherche et leur ordonnent de revenir à la vie. L'esprit explose en fureur, complètement insulté par la demande froide des scientifiques. Alice défend l'honneur de son maître. Enragé avec l'insolence de l'esprit. L'esprit des hommes bêtes ruge en retour, refusant de coopérer et ne souhaitant que sa destruction. Ulysse pira, notant que cette foi tenace est précisément ce qui rend la résurrection humaine si difficile. Il tient calmement Alice, l'empêchant de faire l'impasse tendue. Explique que les croyances religieuses sont le plus grand obstacle, car il ne consent pas à être ravivé.
Alice remet en question son approche directe, mais se rend compte qu'il a une stratégie pour surmonter la résistance. L'esprit se moque de ses paroles. Réaffirmer sa foi inébranlable et rejeter la proposition. Avec un look froid et résolu, Ulysse déclare qu'ils obtiendront leur consentement d'une manière ou d'une autre. Il remet en question la dévotion de l'esprit en demandant si leur dieu offrait une protection pendant la guerre. Ulysse exclut leur foi comme inutile, arguant qu'un dieu qui ignore la souffrance ne mérite pas d'être adoré. Il prêche avec passion que le vrai salut est une vie de santé et de bonheur, quelque chose qu'il peut fournir. Tout de suite, il révèle sa vraie raison, promettant une vie sans stress en échange de cheveux de haute qualité pour vos recherches. Avec un claquement de doigts, il convoque Alice pour présenter sa proposition formelle. Alice, maintenant avec un air de responsable d'entreprise. Il présente le plan officiel du projet de soutenir la bête. Le plan comprend des avantages tels que la ration gourmet et les zones de marche à 24 heures. Laissant Lise confiant qu'ils accepteront. L'esprit rejette furieusement l'offre, appelant Lise l'égocentrique et totalement indigne de confiance. Ces mots déclenchent un flashback douloureux de leurs anciens compagnons disant exactement la même chose. Le poids de cette critique répétée brise son sang-froid. La douleur émotionnelle se manifestant comme une fissure littérale dans son crâne. Sa rupture soudaine alarme à la fois Alice et l'esprit des hommes de bête, qui lui demandent de se calmer. Il récupère rapidement le contrôle, prétendant qu'ils n'étaient que des souvenirs désagréables, bien que la nouvelle fissure demeure. L'esprit déclare qu'il en a assez de ce clown et se prépare à monter à la vie après la mort. Il cherche dans votre esprit un moyen d'empêcher les hommes de bête de partir pour de bon. Soudain, un claquement de génie. Il tire son propre os de son bras et leur offre un approvisionnement infini à mâcher. S'ils acceptent de revenir à la vie, il rougit que sa magie s'épuise, donnant un ultimatum de 5 secondes pour accepter l'offre. L'esprit essaie de maintenir la fierté, mais la queue balançant la livraison, révélant l'excitation. Incapable de résister, l'esprit collectif cède enfin et accepte d'être ressuscité. Ulysse commence un compte à rebours dramatique, forçant l'esprit à confirmer sa décision pressée. Le sort est un succès tonitruant, ramenant les hommes bêtes à la vie sous leur forme physique. Garbage observe ces nouveaux sujets de recherche, complètement épuisés après l'exploit monumental. Alice et ses partisans célèbrent l'exploit incroyable, même tant qu'il admet sa limite absolue. Lise est toujours épuisée pour avoir passé toute son énergie magique. Ses partisans ont l'air inquiets car il semble s'être complètement éteint un peu plus tard, il se réveille dans un lit, effrayé avec quelques petites créatures en espionnement à travers la fenêtre. Dans une épidémie, il se rend compte qu'il est de retour dans le confort de son laboratoire de recherche. Il pousse un soupir de soulagement, heureux d'être dans son sanctuaire familial. Mais bientôt, votre esprit revient déjà au travail. Planification de la prochaine série d'expériences. Essissant la pièce, il salue Alice avec un sourire sinistre et une menace décontractée à propos de ses prochains tests. Il ouvre la porte et est choqué de trouver une foule écrasante d'hommes de bêtes encombrant le hall principal. Perdu dans la mer des corps, il se rend compte qu'il a gravement sous-estimé le nombre de sujets, créant une gigantesque crise du logement. Un squelette de panique rapporte que les hommes de bêtes mâchent maintenant des os à volonté. Pire lorsque d'autres abonnés signalent des protestations et un stock de nourriture complètement épuisé. Ulysse convoque une réunion d'urgence avec son cercle interne pour faire face au chaos logistique. Un assistant révèle que l'appétit des hommes de la bête est 10 fois plus élevé que prévu. Épuiser les fournitures en une seule journée. Alice va directement au point. Sans budget approprié, rien ne peut être résolu. Il demande ce qui est arrivé aux réserves des urgences, ne recevant qu'une seule réponse hésitante. Un autre rapport arrive sur les enfants des hommes de bêtes causant des dommages, ce qui a conduit Lise à exiger une action immédiate. Il plonge dans les pensées, réalisant que garantir un budget est le seul moyen de reprendre le contrôle. Il y en propose. Nerveux, la seule solution logique, demande un soutien financier du Demon King. Se souvient ensuite de l'échec critique du plan. Vous cachez toujours le retour de votre roi. Ulysse décide calmement qu'il le fera lui-même, acceptant le poids de la réunion. Il encadre la décision comme par l'avenir de tous, avant d'admettre que, c'est pour l'avenir de vos recherches. Avec un regard d'ombre et détermination, il accepte que trouver le roi démon est sa seule issue. Vos abonnés explosent en applaudissements, convaincus par son sacrifice supposé. Alice agit immédiatement, envoyant un fantôme pour marquer le public. Quand il leur demande le choix du messager, elle garantit sa fiabilité avec confiance. La nouvelle voyage rapidement. Un officier de démon est tonique d'apprendre le retour d'Ulysse et court pour préparer la salle du trône. Ulysse, cependant, se sent un peu gêné d'apparaître après un excellent retour, juste pour demander de l'argent. Il est escorté par de mystérieuses figures de cap. Rendre le voyage vers la salle du trône encore plus tendu. Enfin,
Ils arrivent à une porte colossale et intimidante, la dernière barrière entre lui et le roi démon. Avant de pouvoir se préparer, les portes s'ouvrent soudainement et elles sont téléportées directement à l'intérieur. Une silhouette colossale sur le trône salue, reconnaissant sa forme et riant de son long retour. Lys ne peut pas éviter de trouver l'apparence du diable incroyablement stéréotypée. Le Demon King se dispense avec Alice, demandant un public privé avec son nécromancien légendaire. Nerveusement, il regarde son seul allié se préparer à quitter la pièce. Alice lui offre un petit geste d'encouragement. Mais il admet en secret qu'il ne lui a fait sortir que de la peur. L'immense œil du roi démon le voit d'en haut. Et Lys essaie de sembler impassible. Une ombre intimidante le couvre lorsque le roi appelle son nom. La panique prend le dessus. Il craint que sa véritable identité n'ait été découverte et que sa vie soit perdue. Mais ensuite, il s'arrête, se demandant si la position du roi ne semble pas un peu étrange. Soudain, l'ombre intimidante disparaît, révélant une forme beaucoup plus petite et inattendue. Au lieu d'un monstre gigantesque, la figure a une silhouette mince et féminine. Le vrai démon King est une jeune fille démoniaque, avec un sourire confiant et ludique. Elle le salue avec désinvolture, tandis que Lys la regarde en silence, étonnée de la révélation bizarre. Elle court vers lui et commence à frotter son crâne avec enthousiasme, louant la douceur. Ensuite, prenez un appareil pour prendre une photo, mounine Lys pour être si verrouillée et l'appeler carré. Elle approche à nouveau, attribuant son étrange comportement à la perte de mémoire après la résurrection. Ensuite, laissez échapper une bombe naturelle. Cela rappelle à Lys qu'il est le chef secret de toute l'armée démoniaque. Lys est complètement stupéfait par la révélation. Face à l'incrédulité, il insiste sur le fait qu'il n'en a jamais entendu parler, mais elle exclut simplement sa confusion comme un autre effet de l'amnésie. À l'intérieur, Ulysse est submergée, trouvant impossible de suivre sa légèreté. Elle se rapproche inconfortablement, demandant avec impatience quelle sera la prochaine étape maintenant qu'il est revenu. Elle montre une vieille photo, se souvenant avec amour comment Lys avant de lui enseigner à l'école démoniaque. Il essaie désespérément de détourner la conversation du passé vers sa vraie raison d'être là. Le Demon King répond sans aucun poids qu'il puisse simplement prendre l'argent dont il a besoin d'une formation spécifique. Il remarque immédiatement son expression irritée, réalisant qu'il a touché un point sensible en parlant d'argent. Lys les yeux se rétrécissent, demandant en suspicion à quel point elle se réfère profonde. Elle est choquée pour lui de ne pas se souvenir, et il se soutient dans l'excuse de l'amnésie. Avec un sourire astucieux, elle se souvient que les arrière-plans sont dans le trésor. Mais il cache à des fins l'emplacement de la clé. Il peut à peine faire face à sa personnalité de l'énergie, répondant avec difficulté pendant qu'elle la tapote sur son dos. Lys publie des excuses simples et vaincues pour ne pas se souvenir. Son attitude ludique disparaît soudainement quand elle demande s'il a oublié tous les souvenirs qu'ils avaient ensemble. Lys panique, certain que toute l'escroquerie est sur le point de s'effondrer, mais elle ne soupire qu'à nouveau, attribuant son comportement étranger à son amnésie pratique. Désespéré de garder la façade, il fait rapidement semblant d'avoir un flash soudain de mémoire. Son humour change instantanément, brillant en suggérant qu'il crée simplement de nouveaux souvenirs. Arrivant inconfortablement, il a du mal à rester concentré, se rappelant qu'il est toujours le roi démon. Avant de poser des questions sur la clé, Lys se retrouve déconcerté, notant qu'elle semble avoir une chute pour les nécromanciers. Il se demande où l'enfer elle aurait pu cacher la clé lorsqu'elle se rendra de manière provocante et la présente de manière insinueuse, le mettant au défi de les attraper. Il est coincé dans un dilemme moral, pesant ses recherches contre la responsabilité d'accepter la clé. Mais alors elle tombe dans le rire. Il révèle que ce n'était qu'une blague et livre la clé. Quitte Lys visiblement soulagée. Mais toujours secouée. Elle montre la voie au trésor, révélant que son prédécesseur économise apparemment de l'argent tout ce temps. Fier, il explique que Lys original a créé le système de santé de l'armée et l'a laissé gérer les bénéfices. Il est impressionné, réalisant que le Demon King est étonnamment qualifié dans la gestion et la finance. Entourée de trésors, elle lui attrape la main et se vantait d'avoir empêché la faillite de l'armée tout au long de la longue guerre. Il admet sa propre faiblesse avec l'argent alors qu'elle se prépare à partir, disant de demander à Alice de manière plus importante. Lys ne peut pas cacher le sourire, son opinion s'est complètement tournée pour constater maintenant que le Demon King est incroyable et que les démons sont les meilleurs. En partant, elle suggère qu'elle a eu une fête de survie un jour, laissant Lys à confusion totalement avec le terme. Tous mal d'une manière comique, s'imaginant soudainement avec des lunettes de soleil et du courant, dans une rave folle. Bientôt, vous changez d'avis, réalisant que sa mention occasionnelle d'utiliser des prisonniers révèle un trait. Elle précise ensuite que la fête signifie seulement pour regarder les humains se battre pour la vie comme un plaisir cruel. En disant au revoir joyeusement, Ulysse réfléchit à son idée déformée de son plaisir. Maintenant que le budget est résolu,
il déclare que sa prochaine étape est de trouver un disciple pour l'aider au travail. De retour à l'institut, il réfléchit sur le succès financier, prêt pour la prochaine phase de ça. Là, lorsqu'il annonce sa recherche, un fantôme s'offre à l'époque, mais est rejeté instantanément par Lise. Il explique à Lise qu'il a besoin d'un véritable étudiant de nécromance, tandis que le fantôme rejeté est désolé en arrière-plan. Son ambition est beaucoup plus grande qu'un simple apprenti, il imagine mettre en place une équipe de recherche entière pour l'aider. Il détruit ensuite une fois pour toutes les espoirs du fantôme, déclarant franchement que les morts vivants ne sont pas assez intelligents pour le travail. Persistant. Le fantôme suggère d'utiliser certains des morts de Living Dead, une idée qui fait que Alice peut réfléchir. Lise annonce ensuite sa décision. Recruter un disciple parmi les hommes de revenus des hommes de revenus. Il spécifie la préférence pour un enfant, croyant que les jeunes esprits sont plus malléables et apprennent plus rapidement. Alice comprend à tort, suggérant un zombie à cause du cerveau absorbant, qui irrite seulement Lise. Il donne à l'ordre ferme de ramener un candidat inférieur à 15 ans, le renvoyant aux émissions, au bureau. Il est confirmé le groupe d'âge exact qu'il souhaite pour le nouvel apprenti. Elle présente un groupe d'enfants masculins de bêtes qui lui font face avec des regards suspects. Il les accueille avec un grand discours, nommant un directeur de recherche sur la nécromance. Mais le discours de recrutement est immédiatement interrompu par un jeune homme en colère. Préfère mourir pour étudier son art. Ces paroles l'ont frappé, appelant sa vie à travailler quelque chose d'effrayant et d'introverti. Totalement abattu, il demande pourquoi elle méprise tellement la nécromance, les infractions qui poussent trop profondément. Lise est visiblement secouée alors que ses partisans essaient de le calmer, les infractions faisant écho comme des traumatismes du passé. Il attrape sa tête dans une véritable angoisse, conduisant Lise à blâmer à nouveau l'amnésie pour son étrange comportement. Il se réveille ensuite, décidant de donner aux jeunes une conférence sur les vraies vertus de son art. Il commence par pointer la hiérarchie de l'humanité, où la valeur de la vie est définie par le statut social. Il déclare que la nécromance, en revanche, est une sérieuse discipline académique qui traite toute la vie avec le même poids. La fille reste sceptique, accusant de jouer avec la vie au lieu de la respecter. Il a contré en élevant une échelle, avec passion arguant que la nécromance est le seul domaine dans lequel toutes les vies sont vraiment les mêmes. Avec un sourire confiant, il demande si sa philosophie n'est pas le moyen de faire face à l'existence. Il explique que bien que les nécromanciens traitent la mort naturellement, ils ne le mangent jamais, dominant la résurrection pour cela. Son argument philosophique complexe laisse les enfants des enfants sphériques totalement déroutants. Incapables de répondre. Lui, pleine d'elle-même, souligne que ses recherches sont la raison pour laquelle elle est à nouveau en vie. Sa conférence confiante est interrompue par une forte accusation. La fille lui rappelle furieuse que c'est son armée qui a causé sa mort en premier lieu. À la surprise générale, il offre des excuses sincères, baissant la tête de honte par les actions de ses subordonnés. Elle est submergée d'émotions, divisée entre la colère et la joie d'avoir retrouvé son peuple. De l'ombre, il déclare que sa confusion ne vient que d'un manque de compréhension. Ensuite, il a une solution simple. Elle devrait apprendre la nécromance seule. Ses partisans commencent immédiatement un effort maladroit sur le recrutement, mais elle reste ferme dans son refus. Leur débat est violemment interrompu lorsqu'un poignet de pierre géant éclate la fenêtre. Il ouvre la porte et trouve un golem géant attaquant, ses disciples hurlant à l'aide. Un golem explique qu'ils n'ont attaqué que parce qu'ils ont entendu que Lise pouvait ressusciter leur partenaire. Les autres golems chantent dans le chœur, demandant la résurrection et le regardant comme un miracle. Lise évalue calmement la situation. Alice regarde avec un sourire de ceux qui s'y attendaient déjà, tandis que la jeune femme regarde sous le choc. Après une résurrection réussie, la fille remercie la fille, mais elle ressent une douleur soudaine, conduisant Lise à lui rappeler que la récupération n'est pas possible. Cela a donné du temps. Elle s'occupe ensuite du nouveau golem de revenus, qui est encore beaucoup de pierres. Ulysse offre une potion, suggérant qu'elle peut accélérer la récupération du golem. En tenant la potion, la fille reconnut enfin sa position sur son art. Entourée par d'autres hommes de bêtes curieux, elle admet que si elle est utilisée correctement, la nécromance peut être un outil pour sauver des vies. Lise explose presque de joie. Convenir que l'utilisation du pouvoir est ce qui compte vraiment. Mais bientôt, s'est ennuyée lorsque son moment triomphant est interrompu par les cris de Golem. L'un d'eux fait alors une étrange demande. Demander de l'aide pour récupérer une épée volée. Ulysse commence à transpirer le froid lorsque Golem révèle que le trésor familial a été pris par quelqu'un nommé Ila. Pendant ce temps, deux figures se faufilent à travers la forêt dense. Un guerrier féroce repère les énormes golems, remarquant comment il est facile de les trouver. Avec un sourire prédateur, elle évalue les cibles. Clairement anxieux pour un combat. Il déclare que les golems sont les adversaires parfaits pour tester leur nouvelle arme.
Ce formidable guerrier est révélé comme Ila, le légendaire tueur géant. Les golems, sans la moindre notion de danger, regardent autour de lui. Ila part pour l'attaque, le long de son arme colossale avec une force absurde. Debout sur un golem tombé, elle s'approche, se présente comme le guerrier invincible. Ulysse reconnaît le nom avec une grimace, réalisant que cette nouvelle arrivée sera un énorme mal de tête. Il confirme qu'il la connaît du passé, la décrivant comme une tête creux brute qui s'amuse à écraser les os. Golem explique que l'arme volée est une grande épée légendaire, un trésor sacré des géants. En larmes, il se souvient de la façon dont Ila a vaincu leur général et s'est enfui avec la précieuse épée. La jeune bête presse Lys. Se souvenir de votre discours sur l'utilisation de la nécromance pour aider les autres. Alors que la supplication sirotante désespérée de l'aide, Lys est de plus en plus ennuyé par les cris. Surchargé par le chaos, il attrape la tête de pur désespoir. Enfin, vous acceptez d'aider. Mais seul le corps du général géant lui était tombé en retour. Golem propose de le guider, mais Lys gâche le moment où il a commenté, comiquement. En ce qui concerne l'hygiène douteuse du guide, Golem accepte contre le goût, dérangé par les habitudes uniaciennes de Lys. Lys, sérieusement, accepte son match, promettant d'attendre son retour en toute sécurité. Il demande à Lys de s'occuper de l'endroit. Décidé de traiter cette nouvelle mission seul. Avec ses adieux de ses nouveaux adeptes, Lys part, désireux de terminer cette distraction. Pendant ce temps, Ila repose sur un géant déchu, ennuyé avec la victoire facile. À distance, Ulysse et son guide regardent la scène, confirmant que l'épée légendaire est vraiment avec. Il utilise des jumelles pour analyser de plus près, notant que l'ancien compagnon reste aussi creux qu'auparavant. Golem remet en question l'utilisation des jumelles. Mais Lys ignore avec désinvolture. Avec la situation évaluée, il garde les jumelles et se prépare confiant à entrer dans le combat. Et bientôt, se plaindre de l'absence d'un véritable défi et souhaitant un adversaire à la hauteur. Lys vient de la cachette, annonçant officiellement comme le prochain challenger. Elon mesure avec un sourire moqueur alors qu'il répond avec une blague sèche sur sa nature squelettique. La blague se met seulement en colère et elle laisse immédiatement pour l'écraser. Lys analyse calmement sa fureur prévisible, convaincu que la force brute ne correspond pas à son intelligence. Il se souvient de sa manière agressive et délinquante, où même un look est un défi. Elle ferme la distance en un instant, promettant d'éternantir son corps squelettique. Lys prend rapidement une position défensive, préparée à un impact puissant. Son attaque entre en collision sa barrière magique, qui se brise sous l'immense force. Ila semble vraiment impressionné par la défense, offrant un éloge rare à la possession. Ulysse corrige furieusement, clairement ennuyé par le surnom désobligeant. Sans trembler, Ila déclenche alors une attaque furieuse. Elle saute bruyamment dans les airs, apportant l'arme massive pour pulvériser le sol où il se trouve. Son visage se tordant de colère, déterminé à mettre fin au combat avec un seul coup écrasant. Lia a l'air froid, reconnaissant le pouvoir destructeur derrière la simple attaque. Il s'est détourné de justesse, réalisant qu'un coup direct se serait brisé. Il a atterri avec un grognement frustré, ennuyé que la cible ait réussi à s'échapper, mais vient soudain à côté de lui, indifférenciant un coup solide qui le jette stupéfiant. Alors qu'il trébuche, elle se tient sur lui, prête à expliquer la simple raison de sa défaite inévitable. Golem observe horrifié, convaincu que le nouvel allié puissant a déjà été vaincu. Avec arrogance, elle diagnostique sa faiblesse, attribuant la défaite du manque critique de calcium. Il grogne sur l'inconfort de se recomposer après l'attaque, mais un sourire sinistre révèle qu'il n'a pas encore remarqué. Il a perdu. Il se tourne vers une silhouette sombre colossale. Ayant trouvé exactement ce que je voulais. Trouver le combat fermé. Ila décide de partir. Mais un trouble soudain la fait s'arrêter. Elle se tourne et fait face au général géant à maintenant ressuscité une arme terrifiante de la mort. Ulysse observe son vrai plan satisfait et il y a Tonita là-bas. Réalisant que le squelette qui détruira est toujours actif, il révèle de façon moqueuse qu'il a été brisé faisait partie du plan pour ressusciter le géant avec un seul commandement. Envoyer son nouveau déménagement de marionnette colossale contre le guerrier choqué. Golem ouait anxieusement, espérant que le premier coup du géant a été efficace, mais Ila tient le poing colossal sans effort, leur rappelant qu'elle a déjà gagné ce combat. L'expression de Lys révèle que la force brute de l'ancien partenaire a peut-être sous-estimé. Son petit corps tient facilement la force écrasante du géant. Un véritable témoignage de votre titre. Avec un coup puissant, elle promet de terminer le travail pour de bon. L'impact qui en résulte est immense. Envoie d'une vague de choc à travers le champ de bataille. Un sourire sauvage s'ouvre sur son visage alors qu'il se moque des restes brisés de l'ennemi. Ulysse apparaît calmement au sommet des décombres. Admettre que le géant seul ne suffirait jamais. Sa forme sombre émet une aura menaçante, indiquant clairement que le combat est loin de la fin. Il libère ensuite sa guérison nécromantique,
commençant à restaurer la marionnette sous les yeux de Hila. Il révèle qu'il guérit non seulement le géant, mais le turbo-compressant avec les âmes de ses compagnons tombés. Le général se récompense, brillant maintenant avec un nouveau pouvoir terrifiant sous son commandement. Hilo rétrécit ses yeux, essayant de comprendre son aura étrange et antisociale. Sentant un déjà-vu, Ulysse explique avec l'arrogance que, contrairement à elle, sa marionnette a maintenant son esprit brillant guidant la force brute. Après l'avoir insultée et la sainte, elle ordonne à son arme intelligente d'attaquer. Maladie du discours, il la déclare avec férocité qu'il l'écrasera, peu importe les astuces. Les deux titans entrent en collision dans une explosion dévastatrice de force, tremblant la terre. En fin de compte, une silhouette victorieuse apparaît sur Ulysse et Hila, toutes deux tombées. Ulysse, drainé, ne semble agacé que par la nouvelle conscience du géant et les compliments qu'il reçoit. Déjà Hila est enthousiasmée par le tirage au sort, son expression suggérant qu'elle vient de tomber amoureuse par l'adversaire. Hila retourne l'épée naturellement, suggérant le rire bientôt. Elle dit au revoir heureuse sous la lune, laissant Lys à regarder son départ. Pendant que le guide golem célèbre, Lys ne peut que se plaindre de la façon dont l'ancien partenaire est imprévisible. Un groupe de golems apparaît, révélant qu'il a été témoin du combat et lui jure maintenant la loyauté. Lys fait face à l'épée géante, en panique interne face à la responsabilité indésirable. Un golem explique qu'en portant l'épée sacrée, il devient automatiquement un nouveau général. L'un des golems essaie de passer l'arme colossale au général, qui reste inerte. Ils offrent ensuite l'épée à Lys, qui recule involontairement, malgré sa résistance. Les golems explosent dans des applaudissements, le forçant à grumer à accepter son nouveau titre. De retour au laboratoire, il commente avec Alice qui a le mauvais sentiment que son prochain adversaire sera le héros. Il secoue sombrement que, après avoir affronté Rosalie et Hila, le héros est sans aucun doute le suivant. Là, il est garanti avec la confiance que s'il a déjà vaincu 2 membres du groupe héros, alors il est imbattable. Nerveux, insiste sur le fait qu'il n'y a personne d'autre dans le groupe, essayant de convaincre tout le monde que ce n'était qu'un trio. Il frissonne comme il se souvient de l'énergie insupportable du héros et de combien il déteste l'idée de le revoir. Soudain, une fille zombie pleine de bandages envahit qu'elle a plus de nouvelles sur le héros. La porte se brise avec une force dramatique. Mettre en évidence l'urgence du message. Ulysse et ses partisans étaient sérieux, attendant le pire. La fille annonce solennellement que le légendaire Dragon Killer, le héros, est mort. Tout le monde considère les incroyants son corps sans vie, complètement choqué par le revirement inattendu. Lys organise immédiatement un gigantesque party en l'honneur de la mort du rival, célébrant sa chute avec toute l'armée démoniaque. Il lève une tasse, grillant l'occasion. Toute l'armée devient folle, trop satisfaite de la mort du héros. La poubelle observe le chaos sec, réalisant comment son rival était réellement détesté dans le monde. Votre réflexion est interrompue lorsqu'une voix familière attire votre attention. Le Demon King fait un sourire face à la folie, commentant comment la mort du héros a laissé l'extase de tout le monde. Elle montre excitée comment l'économie démoniaque pompait grâce au héros avec sarcasme pour sa dernière contribution. Pendant qu'elle célèbre les bénéfices, Ulysse prend l'occasion de demander une petite faveur. Il demande calmement la possession du corps du héros, allongé seul dans le cercueil. Le roi démon ne semble pas secoué par la demande morbide. Demandez-lui simplement d'expliquer pourquoi. Avec un ton sinistre, il révèle que son seul objectif est de faire une expérience. La scène coupe le royaume humain, où le corps du héros est exposé. Soudain, le cadavre se sent dressé dans le cercueil. Apparemment vivant à nouveau, Ulysse révèle que son expérience a été un succès, utilisant un art secret pour posséder et contrôler le corps du héros. Il baptise sa nouvelle technique avec un nom pompeux, répétant la partie de contrôle plusieurs fois juste pour renforcer. Son moment de triomphe est interrompu par une femme intense en costume réel qui apparaît à côté de lui. Elle appelle le héros, mais à l'intérieur de Lys s'appelle le héros Lys. La femme commence à pleurer, se souvenant des rumeurs de sa mort et de la façon dont toute l'humanité a souffert de l'inquiétude. Elle se rapproche de très près, prise par l'émotion et le soulagement de l'avoir trouvé vivant. Il la reconnaît comme Lanza, la reine humaine, et remarque l'étrange façon de parler d'elle et de sa proximité avec le vrai héros. Arrêté dans un câlin suffocant, se rend compte que maintenant la reine collante est un obstacle à ses plans. Elle le voit avec méfiance, lui demandant s'il est le héros qu'il connaît. Ulysse panique avec son regard, sentant que son arnaque sera découverte. Elle se souvient de la nature douce du héros. Étrangeant ce comportement froid et lointain, pensant vite, il envoie un charme, disant qu'il est rigide juste parce qu'il a été impressionné par sa beauté. La pièce fonctionne parfaitement et elle rougit, convaincue qu'il est le vrai. Profitant du signal, il invente une excuse pour visiter la maison d'un camarade pour se débarrasser d'elle. Mais la reine collante ne déposera pas de son pied, attrape sa couverture et insiste pour continuer. Ils atteignent une cabine isolée dans la forêt, la même où Lys vivait avant sa mort. À l'intérieur, il ne grogne que,
Frustré de ne pas pouvoir induire en erreur le royal compagnon. À l'intérieur du bureau plein de livres, il essaie d'expliquer étrangement qu'il ne prend que des articles à son camarade de nécromancien. Alors qu'il fuit l'ancienne bibliothèque, la reine regarde curieusement. Soudain, elle demande si ce nécromancien pourrait ramener des gens du passé lointain. Ulysses se fige, aveugle par la surprise par la question spécifique. Ses yeux brillent avec la possibilité de revivre encore plus de gens. Il confirme que la nécromance ne porte pas de jugements moraux. Cela explique que c'est possible, mais le risque de succès n'est plus important que dans la journée de la mort. Curieuse, elle pose des questions sur les autres utilisations de la nécromance, et il cite plusieurs applications. Son explication détaillée rend la reine fascinée et en même temps effrayée. Il se rend compte qu'il était trop excité et oublia sa façade, en parlant passionnément de son art. Son expression durcit lors de la connexion des points, accusant directement qu'il n'est pas le vrai héros. Son soupçon vient de la manière ouverte dont il parle, car le héros royal était toujours réservé et évasif. Ulysse commence à transpirer, essayant de s'expliquer avec une faible excuse sur ses nouvelles connaissances. Elle se souvient de la façon dont le héros était le seul à l'avoir vraiment reconnu, tandis que tout le monde voulait juste qu'elle soit un symbole silencieux. Mais au lieu de la colère, ses yeux brillent d'excitation tout en lui demandant d'être son professeur de nécromance privé. Accessamment, elle demande un livre suremprunté sur le sujet et il est d'accord sans appeler, voulant juste qu'elle parte. Il trouve son intérêt étrange, mais lui dit de revenir avant le coucher du soleil. Avec un signe de tête excité, la reine court avec le livre plein de crânes sur la couverture. Dans le château, un religieux élevé intercepte la reine, réalisant son humour studieux et le livre suspect. Son masque amical tombe quand il emmène la reine dans une conversation privée. Dans l'ombre, il regarde avec un pur dégoût en reconnaissant le texte interdit. Peu après, une déclaration publique est faite selon laquelle le nécromancien pervers a été puni. Avec la reine maintenant transformée en un bouc émissaire masqué du jugement de l'Église, Lise entend la nouvelle que Lanza a été réalisée en étudiant la nécromance. Il interrompt le travail. Il suffit de rassembler leurs matériaux de recherche dans la cabine. Les gens commentent qu'elle a trompé l'Église et a été punie rapidement. Furieux, il confronte les hommes exigeant des détails sur son sort. Sans attendre une réponse, il tire en courant vers l'Église, son cœur attiré sur la préoccupation. Là, il trouve Lanza entouré de figures à capuche. Et votre visage durcit avec une détermination à froid. Un garde essaie de l'arrêter, mais est poussé comme si ce n'était rien. Les clercs disent avec arrogance qu'ils ont déjà traité avec le fichu nécromancien, ignorant leur jugement. Ils s'agenouillent à côté du déménagement et commencent l'art interdit de la résurrection. Les capuchons ne peuvent faire face qu'à un choc, sans croire en une utilisation aussi flagrante de la magie noire. Les clercs se retirent horrifiés, se demandant pourquoi le héros légendaire utiliserait la magie interdite. Les yeux de Lanza s'ouvrent lentement et elle appelle les faibles à l'homme qui croit qu'il est son sauveur. Avec un sourire confiant, Lise dit qu'elle les sortira. L'Église déclare le héros comme un traître et ordonne sa capture alors qu'il s'enfuit en portant la reine. Maintenant, en tant que fugitif, Lanza se soucie de l'avenir, mais il dit que la seule option est de continuer à bouger. Ils sont presque attrapés par une patrouille, regardant les ombres tandis que les gardes courent. Mais l'évasion finit par être interrompue lorsqu'ils se cognent avec un visage familier dans une ruelle sombre, Santa Rosalie. Les yeux de Rosalie se rétrécissent de méfiance, réalisant immédiatement que cet homme n'est pas le vrai héros. Elle sent son aura noire et l'identifie sans erreur comme Lise, le laissant sous le choc, avec une intuition effrayante. Elle décrit tout son plan et jure de payer l'hérétique détestable là. Lanza essaie désespérément de discuter, debout devant Lizzie en défendant ses actions. Elle insiste sur le fait que son intérêt pour les connaissances interdites n'a blessé personne. Rosalia semble même être d'accord, se souvenant d'une leçon du passé, et l'utilisation du pouvoir qui définit sa moralité. Elle donne même que la nécromance pourrait être utilisée pour le bien, répétant la même philosophie de Lise, mais sa compréhension a une limite, elle suppose position de combat et déclare qu'en tant qu'hérétique, elle doit être éliminée. Avec une conviction inébranlable, il ordonne à l'ennemi de son dieu d'être purgé de lui. Ulysse se rend compte que la diplomatie ne résoudra pas, se préparer avec une Lanza nerveuse pour la confrontation inévitable. Sans intention de conserver son ancien partenaire, il lance un sort instantané de mort. En utilisant toute votre volonté. Certain que votre magie noire la dominera. Mais Rosalie reste intacte. Expliquant que sa bénédiction divine annule sa magie. Pour l'étonnement de Lise, avec sa magie inutile, Rosalie annonce que c'est son tour et ses avancées pour donner un coup dévastateur. Il esquive étroitement. Son coup de poing éclate le mur alors qu'il protège Lanza de l'impact. La désespérée Lise lui rappelle qu'elle attaque le corps du vieux copain. Rosalie fait l'éloge de sa esquive. Nommer son attaque destructrice alors qu'il se moque des allégations de pouvoir divin. Avec une expression sérieuse, elle promet de libérer l'âme du héros en détruisant le corps qui l'habite.
Elle suit avec un coup de pied brutal, jetant alors que Lanza crie effrayé. Le corps du héros gravement endommagé par l'impact. Rosalie révèle sa véritable forme squelettique déguisée, essayant de convaincre Lanza de sa nature monstrueuse. Mais Lanza court vers lui. Le saisir dans un câlin désespéré. Elle déclare que l'apparence n'a pas d'importance, sa foi inébranlable dans le héros touchant le cœur froid de Lise. La patience de Rosalie s'épuise et elle déclare qu'elle éliminera les deux par l'hérésie. Lanza a l'air choqué lorsque l'attaque du saint est soudainement interceptée. Il a, le tueur géant. Il apparaît de nulle part, bloquant facilement le coup de Rosalie. Les deux provocations d'échange, la rivalité intense en feu sur place. Avec un sourire confiant, Iela oblige Lanza à prendre Ulysse pour s'enfuir. Elle-même se jette en avant. Excitée d'affronter le saint dans un duel contre un. Ses poings entrent en collision durement, marquant le début d'une confrontation épique. Enveloppée dans une aura divine, Rosalie remet en question la décision de Iela de remettre en question le pouvoir supérieur. Iela se moque de l'idée des dieux. Dire que sa seule loyauté est avec un bon combat. S'échappant du chaos, Lise décide avec l'arrogance de laisser leurs anciens partis s'user les uns contre les autres. Il porte la reine blessée loin, abandonnant la bataille destructrice. À contre-cœur, il abandonne également votre matériel de recherche, en comprenant que vous ne pouvez pas revenir pour les attraper. Avec le danger immédiat, il se prépare à se séparer et à revenir sur son propre territoire. Mais jetez fermement sa couverture, insistant pour qu'il l'emmène. Lise est silencieuse, le visage indiquant clairement que cette complication inattendue déteste. Elle répète la commande avec un regard implorant, essayant de convaincre le nécromancien réticent. Il essaie de l'éclater, disant qu'il préfère se concentrer sur la recherche, mais elle voit la discussion. Culpabilité attend. Lance admet que vous n'avez pas d'option, pas de maison et sans alliés. Il se tourne fréquemment le dos, lui disant de résoudre ses propres problèmes pendant qu'elle l'appelle désespérée. Il pointe dur pour échouer à son avion. En tant que reine humaine, ce sera également ennemi dans les terres démoniaques. Lanza passe sa détermination à étudier la nécromance avec passion. Ces paroles suscitent en lui un souvenir douloureux d'être rejeté par sa vie dédiée à ce métier. Pris par l'émotion, il se sent validé pour la première fois dans son existence solitaire. Sa posture change complètement et il accepte excité, surprenant Lanza avec le changement soudain. Une fille de lapin familial apparaît, suggérant qu'il devrait simplement frapper quiconque remet en question sa décision. Elle provoque toujours, disant que la seule opinion qu'elle devrait importer est la sienne. La fille de lapin attrape sa couverture, essayant de l'éloigner du nouvel apprenti. Avec la jalousie, elle menace Lise pour avoir prêté attention à une autre femme. Lise est choquée, reconnaissant Iela et demande ce qui est arrivé à sa lutte contre Rosalie. La scène montre une Rosalie détruite, qui secoue que son puissant rival sera récupéré à midi à juste titre. Rosalie, vaincue, dit qu'au moins elle a réussi à briser tout le corps de l'adversaire. Il a fléchi le victorieux, disant que la volonté pure est suffisante pour surmonter de telles blessures. Pour l'incrédulité de Lise, elle admet naturellement qu'elle. Les blessures internes elles-mêmes étaient graves, décidant d'appeler le duel de cravate brutale. Changeant le sujet, elle tire la couverture de Lise, maintenant avec toute son attention. Il rejette immédiatement son intention non racontée, refusant d'être traîné. Iela s'approche, lui demandant de l'accompagner à la terre démoniaque, mais il lui dit froidement de rentrer chez lui. Il soutient qu'un pouvoir comme elle n'a pas besoin de son aide pour survivre. Elle explique qu'en l'aidant. Maintenant, il est un traître de l'humanité et n'a nulle part où aller. Avec les joues rouges, il avoue sa vraie raison. Il est intrigué par le seul qu'il a déjà fait face à des égaux. La Lise coupe froide. Dire que le fait d'être avec elle est l'opposé du plaisir. Lanza a alors une réalisation soudaine. Concluant que Iela doit être amoureux de Lise. Iela commence à le suspendre alors qu'il demande de l'aide aux disciples. Mais Lanza fait semblant de ne pas écouter. Le tout casse Lise. Demander aux deux s'ils sont toujours déterminés à le suivre. Il justifie la décision en interne, voyant à Lanza une nouvelle perspective et à Iela un garde du corps pratique. Avec des sourires animés, Lanza et Iela confirment la décision de s'unir pour sa cause. Ulysse présente officiellement ses deux nouveaux compagnons humains aux adeptes. Demandez à tout le monde de s'entendre. Il brise ensuite le 4e mur, expliquant que le voyage rapide était juste de sauver des pages de manga. À son retour, reçoit hautement sans enthousiasme, serrant fermement sa main et un sourire forcé. Elle interroge immédiatement son jugement, voulant savoir pourquoi elle a amené la reine humaine et le guerrier le plus fort sur leur territoire. Il essaie de se défendre, mais Alice le réprimande pour avoir fait des excuses comme un enfant qui prend un animal fait maison. Alice essaie d'adoucir le problème. En comparant l'humain aux hommes les plus calmes, lui, naïf, croit qu'une simple conversation va tout résoudre avec ses disciples. Le vôtre. Son optimisme est écrasé au moment où ses disciples entourent agressivement les deux humanas. Lanza essaie de conquérir leur sympathie avec un sourire,
annonçant qu'il a l'intention d'étudier la nécromance avec le groupe. Il a, d'autre part, demandé avec désinvolture si vous pouvez simplement tuer le turbo-acier. Un adepte nerveux lui dit de s'arrêter, reconnaissant la véritable menace pour ses mots. Mais son chemin fonctionne si bien que la foule se retourne, offrant des bonbons et de l'aide. Un golem géant interrompt le climat amical, avançant pour affronter Hila front. Félicia regarde la scène sans impressionner, réfléchissant à la façon dont tout le monde est trop simple. Golem fait une étape intimidante, exigeant l'attention tout en se préparant à lancer un défi. D'autres golems entourent Hila, le menaçant pour avoir envahi leur territoire sans trembler. Hila fait face aux colossieux avec un sourire féroce, acceptant le défi avec plaisir et les faisant attaquer. Ulysse décide d'ignorer le combat, éloignant Lanza alors que Hila commence les coups en arrière-plan. Il rencontre le jeune Bisman Crimson et prévient qu'elle étudiera la nécromance avec Lanza. Voyant Crimson dans le couloir, Lise annonce que son arrivée est parfaite pour une présentation. Crimson le voit avec une expression froide, clairement rien d'excitation par les nouvelles. Lise demande à Lanza de se présenter, et elle y va avec un sourire amical, mais Crimson refuse violemment sa poignée de main. Déclarant furieusement qu'il ne sera jamais ami avec l'ancienne reine. Surprise, Lanza demande ce qu'il a fait de mal tandis que Crimson détourne le regard avec mépris. Ulysse remet en question l'hostilité soudaine alors qu'Alice essaie de médier la situation. Il se trompe que la colère de Crimson n'est qu'un autre type de préjugé contre son art. Crimson explose en fureur, accusant toute la royauté d'être égoïste et d'ignorer la souffrance du peuple. Lise a un flashback du massacre causé par sa propre armée. D'accord avec le regret que de telles actions sont impardonnables. Avec des larmes aux yeux, Crimson blâme directement Lanza pour avoir abandonné son village lors d'une attaque. Lanza ne constitue pas des excuses, mais fait des excuses sincères et lourdes. Elle admet que son ignorance était une erreur et voulait avoir compris leur souffrance auparavant. Touché par cette gentillesse inattendue, Crimson s'effondre et embrasse son ancienne reine. Un moment passionnant est interrompu par les cris de Layla, que Lise expulse calmement du laboratoire pour être trop destructeur. Il regarde les deux nouveaux amis courir ensemble, commentant sèchement comment l'opinion de Crimson a changé rapidement. Et il explique bien qu'il est devenu le nouveau général Golem après le combat. Quitter Lise confus. Fière, elle affiche ses muscles. Heureux d'avoir un titre officiel pour égaler ses forces, tandis que Lee ne semble que vaincu. Un peu plus tard, Lee supervise ses deux nouveaux étudiants, Lance et Crimson. Étudiez la nécromance avec le discours dans votre laboratoire. Le groupe connaît une période de paix et d'abondance, l'appétit absurde de Hila se démarquant. Mais les bons moments se terminent quand Alice annonce lors d'une réunion d'urgence que le budget était totalement éclaté. Elle explique que la crise financière est la seule faute de la consommation de Hila, laissant Lise sans voix. Un assistant présente un tableau de pizza montrant que presque toutes les ressources vont directement pour nourrir le géant. Il le blâme pour la situation, Lise commence bientôt vers une solution simple mais drastique. Il le convainc d'abandonner, se souvenant que le meurtre du général Golem aurait de graves conséquences politiques. Sans se soucier du mal de tête logistique, Lise déclare froidement qu'il a déjà un plan. Le grand plan est révélé, une trace de nourriture absurdement évidente l'éloignant du laboratoire. De loin, Ulysses et ses partisans continuent de la voir tomber vraiment dans ce domaine. Elle saute heureuse derrière les collations, ne réalisant rien. Il a pour dévorer la fête, faisant le plaisir de l'idiot qui a tout laissé tomber. Elle se bourre heureuse, n'imaginant pas qu'il est observé. Le banquet est interrompu par un grave guerrier qui appelle son traître. Ennuyé, Hila se tourne et demande à savoir qui il est. L'homme confirme que ses informations étaient bonnes. Après avoir trouvé la cible exactement là où je m'attendais, Ulysse se rend compte que c'était le truc d'Alice lorsqu'elle admet avoir fui l'emplacement de Hila pour ce nouvel ennemi. Le guerrier se présente comme un Yang de la lance du nouveau groupe du héros, jurant pour éliminer Hila. Ulysse décide froidement de laisser le guerrier résoudre son problème à Hila, un plan qu'Alice trouve effrayant de si pragmatique. La véritable motivation de Yoon est révélée, il veut juste impressionner Santa Rosalie. Hila pense drôle et accepte le combat sur place, toujours prêt pour un bon combat. Le lanceur de Spears se moque, sous-estime complètement le légendaire tueur géant. Il explique en toute confiance que la gamme supérieure de sa lance assure la victoire. Sans appeler, elle informe calmement qu'elle a également apporté une arme à feu. Elle jette un look coquin, sur le point de révéler la véritable source de son pouvoir. Et Andy est sous le choc face à face, mais sa loyauté envers Rosalie l'empêche de se retirer. Hila soulève sans effort une épée colossale qui rend minuscule le pistolet et l'ego de l'adversaire. Avec un sourire sauvage, elle déclare le champ de bataille équilibré et monte. Yang invoque désespérément la force du Saint, refusant d'être sous-estimé. Mais peu de temps après, Yel a souri, satisfait après un bref show. Son adversaire esclave déjà dans un cratère. Vaincu par sa propre arrogance, Li panique de loin,
réalisant qu'il est un monstre immortel avec un appétit tout aussi monstrueux. Là, il a commenté l'évidence en regardant des jumelles. Le plan de génie a complètement échoué. Résigné, il l'observe de revenir heureux, acceptant qu'ils devront vivre avec cette force de la nature. En laboratoire, Lys Sphinx a vaincu, notant qu'ils doivent encore s'inquiéter du budget des grands hommes. Il appelle une solution à Alice, et elle suggère qu'elle n'a qu'à faire appel au roi démon. Lys dégage de la crise, recevant une forte réprimande d'Alice pour prendre le problème au sérieux. Il se plaint que l'énergie joyeuse du roi démon est trop fatigante. Craignant déjà la réunion inévitable, sa préoccupation pour la finance est coupée lorsqu'Alice se casse avec une urgence. Ulysse fait peur à l'entrée abrupte. Exigé de savoir ce qui se passe, il est présenté à une nouvelle découverte et son expression change en pure fascination. Alice explique que l'équipe d'exploration a trouvé quelque chose d'étrange et a besoin de son opinion. La découverte est un cadavre sophistiqué comme il ne l'avait jamais vu. Il commence immédiatement une conférence, expliquant la rareté et la technologie mystérieuse d'une telle chose. Il découvre que le golem avancé a été trouvé dans une ancienne ruine jusqu'à présent inconnue. Une question innocente de Lanza révèle son ignorance complète sur les golems. L'esprit de Lystire, voyant la ruine comme une mine d'or potentielle pour la recherche et une solution à la crise budgétaire. Revigoré par cette nouvelle opportunité, il a ordonné à Alice deux décisions.